Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Après l'épisode numéro 0, je tenais d'abord à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui ont partagé ce podcast, qui m'ont encouragé, qui m'ont fait part de toutes leurs remarques. Et donc je suis heureux de lancer l'épisode numéro 1 qui va s'intituler « Que faire ?» Alors je vais partir d'un premier constat que je fais souvent dans mon entourage et dont je vous ai déjà fait part dans le premier podcast, c'est qu'il est très courant de se lamenter sur le déclin de l'Occident, mais il serait aussi bon d'essayer d'y trouver des remèdes. Et la première excuse, souvent que l'on trouve pour ne rien faire en quelque sorte, c'est la toute-puissance de l'État. Et ce sera donc ma première partie pendant ce podcast. Je vais essayer d'évoquer avec vous l'État, de faire un constat sur notre État, la forme d'État dans laquelle nous vivons, et puis réfléchir finalement si l'État est un obstacle ou en tout cas une excuse à notre inaction. On va partir d'une citation extraite que je vais vous faire écouter d'un reportage de Vincent Lapierre qui s'intitule donc « Sa maison est squattée par un dealer ». Et donc le reporter Vincent Lapierre interroge dans la ville de Grenoble un certain nombre de personnes qui vivent une situation pénible parce que dans leur quartier, les voitures sont régulièrement brûlées, parce qu'il y a donc un nombre très important de trafiquants de drogue autour de chez eux. Je vous laisse écouter. Agression, coup de couteau, etc. On voit ça aussi. Hein? Agression, coup de couteau. Bah ouais, agression, coup de couteau. Et alors, on fait quoi? Bah, on fait quoi? C'est l'État, le commande, c'est pas moi. Hein. C'est vrai. Vous comptez pas déménager? Bientôt, ouais. Donc ce monsieur qui est interrogé nous dit finalement « c'est l'État qui commande, c'est pas moi ». Et est-ce qu'il a complètement tort? Est-ce qu'on doit en quelque sorte considérer, balayer son propos du revers de la main? Je ne crois pas. Parce que bien souvent, nous nous trouvons face à l'État comme face à un colosse, comme face à un léviathan, un monstre froid, pour reprendre toutes les expressions consacrées par les différents philosophes. Et donc, il est important, avant de critiquer peut-être cette position, cette citation, de reconnaître un certain nombre de vérités, d'en faire un constat, qui nous permettra davantage, d'autant plus finalement, de nous en libérer par la suite. Alors, en quoi notre État est tout-puissant ? Notre État, déjà, je pense que pour tous ceux qui travaillent, parmi ceux qui m'écoutent, le constat que l'on fait, c'est d'abord celui des prélèvements fiscaux, des impôts, qui passent, même d'ailleurs, si vous ne travaillez pas encore, vous payez déjà des impôts à travers la TVA. Si vous avez une autre entreprise, ce qui est mon cas, c'est parfois un petit peu démoralisant de rentrer à l'URSSAF, de déclarer finalement ce qu'on a gagné, parce que quand on voit justement tout ce que l'État nous prélève, mais si vous êtes aussi patron d'une PME, finalement vous travaillez pour l'État, vous avez des charges en permanence, et puis vous en repayez davantage à travers la TVA et différentes taxes, que ce soit la taxe d'habitation, la taxe foncière, etc. etc., etc. Les Français ont tous conscience qu'on est dans un État peut-être dans celui dans lequel il y a le plus de prélèvements, et on a l'impression effectivement que on travaille en fait sans cesse pour financer toutes sortes d'impôts et dont on ne bénéficie en réalité qu'assez peu. Alors, je laisse ce jugement de valeur à chacun se faire une idée de cela, mais je pense que c'est quand même un constat assez partagé dans notre société. L'État, il est aussi tout-puissant à travers sa bureaucratie, parce que tout passe en France par des formulaires, des CERFA, quand on va faire une demande à la CAF, à l'URSSAF, etc. C'est toujours une longue chaîne d'intermédiaires avec un nombre incalculable de fonctionnaires qui souvent nous expliquent que notre formulaire a été mal rempli, qui vont donc nous renvoyer à une autre demande, à un autre bureau, etc. Et ça fait penser un peu au fameux album d'Astérix et Obélix, où on a des formulaires avec des numéros à rallonge. On a l'impression effectivement d'être dans une grande fourmilière
assez obscure et pour s'en tirer, etc., il faut d'une certaine manière être patient. Et qu'en France, voilà, rien ne passe autrement que par ces différents formulaires. L'État, nous l'avons aussi dans nos vies à travers eh bien, toute sa dimension répressive et qui parfois prend des formes assez ennuyeuses, assez embêtantes. Je pense en particulier à la répression routière, hein. Nombreux sont ceux parmi ceux qui conduisent, à avoir été déjà flashés, à avoir perdu des points de permis. On a eu aussi, quand même, on en est sorti récemment, hein, mais n'oublions pas quand même toute cette longue période du Covid, pendant laquelle il fallait fournir des auto-attestations pour ces déplacements. On était contrôlés avec notre passe vaccinal dans les restaurants, etc., etc. L'État, c'est aussi des inspections. Ce sont des inspections sanitaires, justement, dans les restaurants. Ce sont des inspections académiques dans les écoles. C'est toute une batterie d'inspecteurs, notamment aussi chez les agriculteurs, etc., etc. Ce sont des normes en permanence qu'il faut respecter. Même le moindre extincteur dans une pièce doit être revérifié, certifié par des organismes, etc. On a l'impression finalement d'une immense usine à gaz avec des lois que personne n'est capable de connaître dans leur intégralité. Donc il faut des juristes partout pour essayer de mettre en place l'application de ces normes qui est toujours extrêmement confuse, obscure. L'État, c'est aussi une matrice idéologique. Et là, je pense en particulier à l'éducation nationale, qui véhicule quand même une certaine vision du monde, hein, et notamment une vision de la France qui commence à partir de 1789, avec une vision qu'on pourrait qualifier presque un petit peu d'antinationale, avec une forte repentance finalement sur notre histoire, notre passé. Et cette matrice idéologique, elle touche tout le monde, c'est-à-dire qu'elle touche à la fois les élèves, évidemment, mais aussi les professeurs, qui, même s'ils peuvent avoir du recul et ne pas forcément être alignés intégralement sur le fond, il y a aussi un alignement pédagogique, et puis il y a aussi des inspections qui sont là pour veiller finalement que la laïcité, et la laïcité qui n'est pas simplement qu'une neutralité dans le domaine éducatif, mais qui est aussi une vision quand même assez combative, en réalité, du christianisme et de l'histoire spirituelle et religieuse de la France. On a aussi cette matrice idéologique qui passe à travers le ministère de la Culture et tout un certain nombre de subventions données à certains types d'artistes et pas à d'autres, etc., etc. Cette matrice idéologique, elle s'incarne aussi à travers une forme de bâillon mis sur les libertés, hein. On pense notamment aux dissolutions d'associations, j'en sais quelque chose, au refus de subventions données à certains types d'associations, à des persécutions pour des propos. On voit qu'il y a finalement, à travers cette matrice idéologique, un choix politique, hein, qui est fait dans la manière dont sont traités les dits opposants, hein, politiques, en tout cas toutes les paroles qui dérangent, qui remettent en cause ceux qui siègent sur les fauteuils du pouvoir. Nous avons aussi un État qui se caractérise par sa lâcheté, sa force avec les faibles et sa faiblesse avec les forts, puisque nous le constatons tous de plus en plus aujourd'hui, hein, des quartiers entiers, et pas simplement à Paris et dans la banlieue parisienne, mais dans toutes les villes de province françaises, et de plus en plus, finalement, ça grignote ces quartiers laissés aux mains des dealers, cette absence de poursuites pour tout un certain nombre de violences, de fraudes, etc. Donc un sentiment d'injustice généralisée et donc d'une forme de lâcheté de l'État dans ses missions. Et ça, pour le coup, j'en ai discuté même avec des policiers, des gendarmes, qui en ont assez, en fait, tout simplement, voilà, d'avoir l'impression de servir à rien parce qu'ils vont arrêter des trafiquants, des dealers, etc. Mais ils les retrouveront en liberté quelques jours, quelques mois plus tard. Alors, en même temps, donc, cet État qui pourrait nous paraître omniprésent, être une forme d'étau dans lequel on ne peut rien faire, il faut aussi constater ses faiblesses.
Et ce sont des faiblesses systémiques, à la fois donc cette crise économique qui s'est accentuée depuis la fin du Covid et également avec le conflit russo-ukrainien. Mais ce n'est pas nouveau, hein. Ça fait déjà des années que les budgets des différents ministères sont réduits, que notre dette s'accentue. Et on voit dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux, c'est absolument criant. Dans le domaine de la police et de l'armée, c'est aussi quelque chose d'hallucinant. Puis il y a une crise aussi au sein de l'institution policière, puisque le recrutement est de plus en plus difficile. Comme beaucoup de policiers ont le sentiment de ne servir à rien, que finalement ils sont humiliés en quelque sorte dans leur propre fonction, eh bien ce sont les meilleurs qui désertent, qui passent dans le privé. Et puis dans les écoles de police, hein, on me racontait de sources policières, hein, que dans une des écoles de police, il y avait un point de deal. C'est quand même quelque chose d'assez alarmant et inquiétant. L'armée, elle aussi, subit effectivement cette réduction de budget avec du matériel de moins en moins efficace, de plus en plus ancien, qu'il faut réparer en permanence. Beaucoup de militaires sont obligés de s'acheter leur propre équipement. Enfin, je crois que c'est même quelque chose de quasiment communément admis et d'évident même aujourd'hui dans les armées. Alors l'école reste un des plus gros budgets de l'État, mais les dépenses sont quand même beaucoup centrées finalement sur des outils, des accessoires, des écrans, et finalement assez peu sur ce qui fait peut-être le plus la richesse de l'école et de l'enseignement, à savoir les hommes, ceux qui enseignent, et c'est sans doute là-dedans que le budget le plus important devrait être investi. Nous subissons aussi, enfin l'État subit une crise politique, et justement l'actualité de ces derniers jours l'a marqué, parce que pour ceux qui sont nés, on va dire, déjà dans les années 90-2000, notre vie politique était rythmée par l'alternance droite-gauche, qui en fait en réalité était une alternance entre deux partis plus ou moins centristes et assez équivalents, qui étaient donc le Parti socialiste et l'UMP, devenus les Républicains. Et Macron, effectivement, a réussi à nous sortir en quelque sorte de cette alternance pour s'imposer comme finalement un centrisme modernisé sur une base un petit peu de dégagisme, c'est-à-dire de vouloir changer un petit peu le personnel politique, de revenir à des figures plus jeunes, nouvelles, etc. Mais en fait, ce sont beaucoup d'hommes politiques qui se sont recyclés à travers le macronisme. Mais ce macronisme arrive aujourd'hui à bout de souffle, puisque suite aux dernières élections législatives, le parti d'Emmanuel Macron n'a pas obtenu suffisamment de sièges pour avoir une majorité qui lui permet de gouverner, donc d'où justement les fameux épisodes de 49.3 et le remaniement ministériel qui vient d'être opéré cette semaine. Donc cette crise politique, elle est une remise en cause en quelque sorte des élites en place, des élites actuelles. C'est effectivement l'aboutissement aussi du parti qui a été quand même le plus longtemps considéré comme étant extrême, nauséabond, etc., qui est le Rassemblement national, qui est toujours combattu quand même aujourd'hui par les médias et par le parti d'Emmanuel Macron, mais qui semble arriver à une phase de maturité, ou presque on pourrait dire aux portes du pouvoir. Et donc ça remet en cause un certain nombre de choses, même si cette remise en cause, je crois, n'est pas non plus absolue. Ce qui touche en particulier notre pays, c'est cette crise sociale. Une crise sociale, on pourrait dire, qui se manifeste à travers l'archipélisation de la France. Hein, j'emprunte cette expression à Jérôme Fourquet, hein, mais qui montre que justement une nation relativement unie, etc., celle dont on avait rêvé déjà dans les années 90, la France Black Bamber, dans laquelle justement l'immigration s'intègre et dans laquelle on arrive à fonder un socle commun, une communauté nationale sur les valeurs de la République, se disloque sans doute pour une grande part parce qu'il y a une immigration qui est incontrôlée et qu'on n'arrive pas finalement à assimiler parce qu'elle est trop nombreuse, ce qui se transforme en une forme de communautarisme des différentes appartenances, qu'elles soient religieuses, géographiques, mais également des formes de communautarisme sur la base de revendications, que ce soit autour de l'homosexualité, etc.
et puis petit à petit une ghettoisation des différentes villes de province. Justement, je faisais allusion à Vincent Lapierre tout à l'heure, qui a commencé une série de reportages sur les différentes villes de France et qui montre à quel point beaucoup de villes de province dans lesquelles il faisait bon vivre se transforment petit à petit en enfer à cause de la violence, à cause des trafics de drogue, à cause d'un abandon des pouvoirs publics de certains quartiers. Et donc cette archipélisation, elle n'augure que finalement des problèmes supplémentaires, une accentuation des problèmes. Enfin, et c'est ce qui me semble peut-être le plus dramatique, c'est la crise anthropologique, c'est-à-dire un déclin de l'homme, un déclin des hommes qui se manifeste à travers nos addictions aux écrans, qui sont de plus en plus flagrantes, de plus en plus manifestes, et qui touchent dès le plus jeune âge et qui, du coup, posent un certain nombre de problèmes, notamment à travers les capacités de concentration, à travers les capacités même de curiosité, et donc ce qu'on pourrait appeler une forme d'abêtissement généralisé, parce que ces écrans, finalement, diffusent des divertissements de plus en plus stupides. Et du coup, ça pose le problème aussi des générations futures. C'est-à-dire qui sera en mesure, s'il y a une forme d'abêtissement généralisé, une baisse générale du QI, on va avoir de plus en plus de mal à trouver des personnes suffisamment qualifiées, suffisamment qui pourraient représenter correctement la nation dans des postes importants. Il y a le phénomène de la drogue que je connais assez mal en réalité, mais pour avoir lu un certain nombre d'articles ces derniers mois sur ce phénomène, en gros, il y a une forte croissance de la consommation de drogue en France, et pas simplement dans les villes et dans les banlieues, mais également dans la France rurale, parce que justement, les trafiquants cherchent de plus en plus de débouchés, et avec des drogues qui sont relativement bon marché, donc qui arrivent finalement à séduire différentes catégories de population. On a aussi des problèmes de santé, l'obésité qui devient une maladie de société et qui génère tout ça, une forme de paresse, d'incapacité à sortir d'une forme de léthargie, un individualisme, et puis dû aussi à la société de consommation et au déclin du religieux, une forme de non-sens. Parce que pourquoi vit-on ? Quel est l'objectif de la vie ? Comme on est finalement paresseux, comme on nous a appris en permanence à s'écouter, à se plaindre, etc., finalement, la jérémiade devient une forme de mode d'être. Et c'est ce qui caractérise, en un sens d'ailleurs, le wokisme, parce que ce sont des personnes qui font de leurs états d'âme, de leur ressentiment, en quelque sorte, une revendication sociale, politique. Alors, la question que je pose après ce constat sur à la fois force de l'État et en même temps faiblesses, qui sont des faiblesses finalement de société, qui sont les faiblesses de l'Occident, tout simplement. Première question que j'aimerais poser, c'est est-ce que ce n'est pas, en quelque sorte, l'essence même de l'État que d'être imparfait ? Et je pense que si nous sommes des gens de droite, entre guillemets, je ne sais pas trop ce que ce mot veut dire pour vous, mais c'est-à-dire, on pourrait dire peut-être des conservateurs, ou en tout cas des gens qui ont une pensée traditionnelle de l'ordre politique, on doit accepter ça. On doit accepter que l'État soit par essence imparfait, qu'il n'y a jamais eu d'État parfait dans l'histoire, et que c'est le propre d'un État, justement, d'avoir une certaine forme de lourdeur. Le philosophe paysan Gustave Thibon, que j'aimerais vous faire découvrir, et d'ailleurs le nom de ce podcast, Le Retour au réel, est emprunté à l'un de ses ouvrages, parle souvent de l'État, et je crois que c'est même d'ailleurs une expression qui reprend à Nietzsche, il me semble, en disant le gros animal. Et effectivement, cette expression nous montre bien que forcément, quand on essaye de faire vivre ensemble des individus à l'échelle politique, il y a forcément une lourdeur, forcément une imperfection, et idéaliser en quelque sorte un État parfait, c'est justement le propre de la pensée progressiste, de la pensée de gauche. Donc il faut acter que, à moins d'être anarchiste et refuser toute forme d'État,
ce qui est aussi une théorie politique, mais qui me semble peut-être trop idéaliste et un brin immature, forcément, si on vit avec un État, il faut accepter ses imperfections. Néanmoins, dans l'imperfection, on peut quand même dégager des degrés d'imperfection, et c'est sûr que, il me semble, que nous avons atteint quand même un certain degré assez impressionnant qui fait penser, et là je vous renvoie aussi à David Engels, qui est un philosophe qui a beaucoup écrit sur le déclin de l'Occident, à une fin de civilisation. David Engels montre que, à bien des égards, entre le déclin de la Rome impériale et notre époque, eh bien, on trouve un grand nombre de points communs. Ce qui me fait penser que nous sommes sans doute à la fin d'un cycle, c'est ce que j'évoquais déjà dans l'épisode 0 du Retour au réel. Alors, pour revenir à la citation de départ, est-ce que l'État nous empêche d'agir ? Puisque la question que je pose d'emblée dans ce podcast, c'est que faire ? On peut se demander finalement si l'existence d'un État nous ôte toute forme de responsabilité. Autrement dit, seul l'État est à même de régler les problèmes, et donc si l'État ne fait rien, moi non plus, je ne peux rien faire, et puis de toute façon, si j'essayais de faire quelque chose, l'État viendrait bien vite m'interdire de faire quoi que ce soit. Donc, du coup, nous n'avons pas d'autre choix dans cette configuration-là que de subir, d'attendre, et c'est ce qu'ont très bien fait les peuples, notamment pendant l'ère soviétique. On voit qu'il y a une très forte résilience des populations, et ce qu'on voit quand on regarde un petit peu ces reportages, ces micro-trottoirs que fait Vincent Lapierre, ce qui est assez frappant, c'est de voir cette capacité de résilience qu'ont beaucoup de Français, ou même d'ailleurs des personnes issues de l'immigration, mais qui subissent les ravages des dealers, etc. Toutes ces personnes, finalement, s'accommodent en quelque sorte de la situation, parce qu'effectivement, il faut bien vivre avec. On peut pas, on n'a pas tellement d'autres choix que d'accepter son sort. Alors, c'est une forme de sagesse populaire, mais est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Alors, face à ça, pour moi, il y a deux issues qui me semblent, elles aussi, des illusions. La première, ce serait l'illusion politique. Alors ça va peut-être faire réagir, et je pense que peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, me diront que je suis quelqu'un qui prône le désespoir en politique, et le désespoir en politique, comme disait Maurras, c'est sottise absolue. Ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux dire, mais je voudrais quand même évoquer la politique et les élections comme une illusion. En fait, ça revient à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire le mythe d'un État parfait. C'est-à-dire finalement, en gros, comme c'est l'État qui aujourd'hui est en crise, pour résoudre tous les problèmes, il faut les résoudre par le haut, c'est-à-dire changer d'État. C'est vrai, et c'est en même temps un petit peu faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, tant que l'État ne change pas, en gros, rien ne change. Parce que si on met tous nos espoirs, toutes nos billes, en quelque sorte, dans le changement d'État, dans ce qu'on pourrait appeler le grand soir, la victoire aux élections présidentielles, etc., le changement de régime, tant qu'on ne change pas de régime, tant qu'on ne change pas d'État, finalement, on est quand même toujours obligé de subir, de patienter, et donc du coup on perd son temps, et surtout au bout d'un moment on finit par désespérer. Je reprends un petit peu moi, ma propre expérience. Dès que j'ai commencé un peu à m'intéresser à la politique vers 14-15 ans, je me suis tourné effectivement vers le parti qui était le Front National à l'époque, et j'y voyais un grand espoir. Je me disais, si Jean-Marie Le Pen gagne les élections, si Marine Le Pen gagne les élections, ça y est, tout va changer, tout va s'améliorer, ça va résoudre tous les problèmes. Et puis en fait, à chaque élection, ils le perdaient. Alors on pourrait dire, oui, mais maintenant, ils sont aux portes du pouvoir. Oui, certes, mais déjà, c'est pas forcément dit qu'ils arriveront à prendre le pouvoir, et même s'ils prennent le pouvoir, est-ce qu'ils vont réussir objectivement à changer les choses ? Je vous donne juste un chiffre. Alors, c'est un chiffre à vérifier, mais il m'a été communiqué par une personne qui me semble plutôt de confiance, qui m'expliquait que la différence des salaires entre donc les plus bas et les plus hauts salaires en France allait de 1 à 18. Mais une fois qu'on met en place donc qu'on enlève donc des plus hauts salaires les différents prélèvements,
et qu'on ajoute aux plus bas salaires à la fois les aides, mais aussi tout ce dont on bénéficie, c'est-à-dire l'éclairage public, l'école publique, etc., etc., l'écart n'est plus que de 1 à 4. Et dans la mesure où le Rassemblement national se présente comme le parti des mécontents, la question qui se pose, c'est quelle marge de manœuvre ils vont avoir pour satisfaire ce mécontentement. Alors, ils peuvent effectivement réorganiser les budgets, mais à un moment donné, comme on vit sur des dettes, ça va quand même être assez compliqué si on a fondé toute sa politique en surfant sur le mécontentement des gens, mécontentement qui se base beaucoup sur le pouvoir d'achat et sur l'insécurité, de révolutionner les choses. Donc c'est pas sûr non plus, ça peut faire comme d'une certaine manière aux États-Unis Donald Trump, un mandat, et puis ensuite on repart à une autre forme de macronisme ou de je ne sais quoi. On peut dire oui, mais ça va pas durer indéfiniment, il y a bien un moment donné où les gens vont se révolter, etc. etc. Peut-être, je n'en sais rien, mais néanmoins, voilà, en tout cas, tout espérer de la politique politicienne, tout espérer des élections, ça me semble une illusion, et puis d'autre part, c'est aussi finalement quelque chose de très éphémère. C'est-à-dire qu'en gros, avant chaque élection, on ne parle que de ça, on regarde l'actualité en permanence, on commente, on tweet, on va éventuellement à des meetings, on met beaucoup d'espoir dans le vote, et puis une fois que c'est fini, chacun rentre chez soi et puis ne fait plus rien. Et donc cette politique politicienne, elle me semble très insatisfaisante. La deuxième illusion, ce serait celle de la violence. Certains disent, en fait, à un moment donné, il faut agir nous-mêmes, il faut faire un coup d'État, il faut prendre le pouvoir par la force. Alors c'était peut-être quelque chose d'envisageable au XIXe siècle, mais je pense que les révolutions telles qu'on a pu les connaître dans les siècles passés me semblent totalement dépassées à notre époque, tout simplement parce qu'il y a un tel niveau aussi de surveillance qui fait que le moindre... nos conversations, nos échanges font qu'il est impossible d'organiser quoi que ce soit de manière secrète. Et puis, moi, c'était ce que me racontait un ancien cadre du Front National et ancien militaire en Algérie, Roger Hollande, que à son époque en Algérie, une forme d'opération coup de poing s'était programmée, etc. Tout le monde était partant, évidemment. Tout le monde avait signé un peu sur le papier, était là aux réunions secrètes, aux rendez-vous, etc. Puis finalement, le jour J, ils étaient plus que 3. Donc voilà, il y a aussi ce qui rentre en compte. Voilà, c'est le courage des gens, la détermination. Enfin voilà, bref, tout ça, finalement, toute la violence me semble aujourd'hui être sévèrement réprimée par l'État, et toute tentative de violence finit généralement derrière les barreaux. Et même d'ailleurs, on voit que des gens qui n'ont fait que simplement que se défendre, eux aussi subissent souvent une inversion accusatoire à travers le jugement des tribunaux. Donc voilà, la violence me semble vraiment peut-être la pire des choses, la pire des illusions, parce qu'elle se retourne contre vous. Alors, il y a ceux aussi qui nous disent qu'il faut attendre la révolte des militaires, parce que comme les militaires, tout le monde le sait, sont des gens... qui pensent très bien, qui sont très conservateurs, etc. Les généraux vont préparer, à un moment donné, quand ils seront vraiment à bout, un putsch, une révolution, et quand ils prendront le pouvoir, tout ira mieux. Ça fait, je crois, déjà au moins un siècle qu'on évoque cette révolte des généraux, ce putsch. Il n'est jamais venu, et je pense qu'il ne viendra jamais, tout simplement parce que c'est le propre des militaires, et on ne peut pas le reprocher entièrement, parce que si chacun en faisait qu'à sa tête dans l'institution militaire, on aurait une très mauvaise armée. Mais c'est le propre des militaires que d'obéir et que de s'abstenir justement de positions politiques. Si on commence justement à donner ses opinions politiques dans le cadre militaire, ça devient ingérable. Donc attendre un putsch des soldats, ça me semble vraiment totalement illusoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait des années qu'on en parle et que ça n'a jamais eu lieu. Et puis, il y a peut-être aussi l'autre illusion, qui serait peut-être l'illusion survivaliste. Alors survivaliste, c'est pas le bon mot, parce que c'est pas ça le survivalisme, mais
c'est souvent ce qu'on entend dans les milieux survivalistes, qui est la guerre civile. Alors, beaucoup de gens disent, mais tout va péter, ça y est, ça va être la guerre, bientôt. Et donc, du coup, quand ce sera la guerre, l'État sera aux abois, ce sera l'anarchie complète. Et donc, de là, on pourra espérer autre chose, un mieux. Alors, faut quand même pas oublier souvent, je crois que c'est Pascal qui dit que la guerre civile est le plus grand des maux, que la politique du pire est souvent la pire des politiques, et puis d'autre part, que ça fait aussi des années qu'on parle de cette guerre civile et qu'elle ne vient pas. Et puis pour qu'il y ait une guerre civile, il faudrait déjà quand même qu'il y ait des camps, en quelque sorte, déjà armés, déjà prêts à faire la guerre. Et si on considère que, je sais pas moi, le camp c'est celui des Français de souche contre les Français, contre l'immigration ou quoi que ce soit, je pense que la guerre est perdue d'avance. Je veux pas encore une fois être trop pessimiste ou trop dur, mais je me souviens d'une émission que j'avais réécoutée il n'y a pas très longtemps, qui avait dû être enregistrée en 2013, sur justement l'hypothétique effondrement, crise économique, etc. Et à l'époque, l'auteur, qui était un grand spécialiste des questions survivalistes, disait qu'elle allait arriver dans l'année ou dans les 2 ans. C'était en 2013, quoi. Donc, encore une fois, voilà, il y a quelque chose d'un peu rassurant dans le mythe de l'effondrement, de se dire, ça va être la solution à nos problèmes, tout va collapser, comme on dit. Et donc là, on va enfin, quelque sorte, d'une certaine manière, soigner la société par la crise, quoi. Un peu comme autrefois, on faisait une saignée pour purger le malade. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'accroissement de la violence en France. Il y en a et on le constate tous les jours. Mais de là à l'espérer comme une solution, ça me semble aussi une illusion. Donc je vais passer à ma deuxième partie. Ma conclusion, finalement, sur l'État, c'est que attendre, en fait, en quelque sorte, que les choses passent par l'État, ou passent par l'effondrement de l'État, ça me semble, en fait, être une excuse pour, finalement, ne rien faire. Et donc, du coup, je voudrais qu'on prenne conscience à la fois de notre relative impuissance, parce qu'effectivement, comme on l'a dit au début de l'émission, l'État est très fort, l'État est très puissant. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'action là où il y a une marge de manœuvre, et surtout là où cette marge de manœuvre va être la plus efficace. Et pour ça, j'aime bien parler d'investissement. Alors, pas d'investissement ici financier, mais d'investissement en termes d'énergie. Il y a des choses, finalement, notre énergie, elle n'est pas illimitée, et on peut dire qu'il y a des choses dans lesquelles on peut investir mieux son énergie que dans d'autres, tout simplement parce que le rendement sera meilleur. Alors, que faire de sérieux ? La première chose, c'est déjà de se changer soi-même. Je vais essayer d'évoquer 4 points, et on va commencer finalement du plus petit, du plus restreint, c'est-à-dire comme si c'était des cercles concentriques. Et donc, cette première étape du cercle, c'est sa propre personne. Parce qu'a priori, l'État, ici, n'est pas un obstacle pour se changer soi-même. Et ce qu'on peut changer, déjà, c'est de travailler sur soi, travailler sur son tempérament. Et là, peut-être, on aura l'occasion dans les prochains épisodes d'évoquer justement la question des tempéraments chez Aristote. Aristote évoque plusieurs types de tempéraments, et chacun de ces tempéraments a des avantages et des inconvénients, et donc il est bon déjà d'analyser, de se connaître soi-même. C'est la première maxime, on pourrait dire, de la philosophie grecque, Gnosis et autum, connais-toi toi-même, c'est la base de la sagesse. Se connaître soi-même, ça veut dire justement connaître ses faiblesses et ses forces, ce qui permet de ne pas désespérer de ses faiblesses et de ne pas non plus surestimer ses forces, et c'est on pourrait dire peut-être le b.a.-ba de l'art de vivre, de la conduite de soi. Il est important, du coup, aussi, pour compléter ce changement de soi-même, de ne pas faire ça tout seul, donc de se former, de lire. Je vous renvoie aux grands classiques de la philosophie, à des auteurs qui peuvent être vraiment un peu des maîtres. Je pense en particulier donc, à Gustave Thibon, et je le réévoquerai très régulièrement dans nos podcasts, mais qui est un philosophe à la fois donc, paysan. Il n'a jamais passé un seul diplôme
de sa vie, si ce n'est peut-être, je crois, le certificat d'études. Et il a grandi avec la bibliothèque de poésie de son père, qui était lui aussi viticulteur. Et donc, c'est à la fois au contact de la nature, de la vigne, mais aussi des livres, hein, qu'il s'est formé une sagesse. Et cette sagesse, finalement, il le dit lui-même, a rejoint finalement toutes les grandes sagesses, hein. Et je pense aussi en particulier aux maximes stoïciennes, au père de l'Église, etc., etc. Donc la lecture, c'est vraiment quelque chose qui permet d'être pour moi un peu comme un miroir. Ça permet de s'interroger soi-même sur sa propre vie, de se comparer en quelque sorte à ce qu'on lit, de mener une forme d'introspection. Et c'est un guide, ça ouvre aussi un certain nombre d'horizons. Dans ce changement de soi-même, il y a aussi l'enracinement. Simone Weil dit que l'enracinement, c'est le besoin le plus profond de l'âme. Et donc, c'est quelque chose d'assez fort quand même de dire que c'est le besoin le plus essentiel à l'âme humaine. C'est que l'homme, sans attachement, sans racine profonde, n'est pas capable de s'élever. Et donc, on pourrait dire que le b.a.-ba, hein, c'est justement cet enracinement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, s'enraciner, hein? C'est les liens que l'on a à la fois dans la terre, hein, et dans le temps, dans l'espace et dans le temps, dans le passé. C'est la connaissance de ses ancêtres, et donc ses ancêtres à la fois dans sa propre famille, mais au-delà finalement de sa propre famille, ses ancêtres de son propre peuple, hein. C'est la connaissance finalement de notre identité. Et puis l'enracinement dans un lieu, dans une terre, dans un terroir, et dans tout ce qu'il peut y avoir justement dans ce terroir qui façonne, hein, en quelque sorte une humanité, qui lui donne ses spécificités propres et qui va constituer un socle. Ce changement de soi-même, ça passe aussi par l'acquisition des vertus, et on en reparlera, c'est toute l'éthique d'Aristote, hein, et ces vertus, donc on connaît, hein, c'est à la fois donc, la force, qu'on appelle également le courage, la tempérance, qui consiste à modérer ses appétits, c'est la prudence, qui consiste à réfléchir aux meilleurs moyens à prendre en vue de la fin à atteindre. Et toutes ces vertus, elles ont pour but finalement de nous rendre meilleurs, et elles s'acquièrent, hein, par la répétition des différents actes bons. Et du coup, ce changement de soi, ça passe par des grandes décisions, des grands choix de vie, hein. Le fait de fonder une famille, le fait de ne pas rester forcément dans l'isolement. Alors tout le monde n'est pas forcément fait absolument, hein, pour fonder une famille, mais en tout cas de s'engager dans la vie, hein. Il y a aussi effectivement la consécration à Dieu, qui est quelque chose qui semble aujourd'hui très minoritaire et très absent de nos sociétés, mais il ne faut quand même pas oublier que l'Europe a connu quand même des grandes périodes dans lesquelles un grand nombre d'hommes se sont consacrés à Dieu, et que c'était un horizon, on pourrait dire, presque d'élite. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas mariés, effectivement, à penser à cette consécration à Dieu, à y songer. Et puis pour ceux qui ont des enfants, je pense qu'un gros pôle de travail, alors c'est pas se changer soi-même, mais ça fait partie quand même des efforts qu'on doit faire sur soi-même pour les autres, hein, c'est l'éducation des enfants. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on est souvent tenté de déléguer à autrui, de négliger, parce qu'effectivement on est devenu trop des adultes et on a du mal à se replonger dans l'enfance et à donner du temps, parce qu'en fait l'éducation des enfants, c'est quelque chose de chronophage, d'ingrat, hein. Les enfants souvent ne se rendent pas compte, ne nous disent pas merci, et puis d'ailleurs parfois effectivement quand on les gronde et quand on est sévère avec eux, eux aussi ne se rendent pas forcément tout de suite compte qu'il s'agit de leur bien, etc., etc. Se changer soi-même, c'est aussi mener une vie saine. Ça passe par le sport. J'espère qu'on aura l'occasion d'évoquer la question du sport et de l'alimentation dans les prochains épisodes. Mais c'est une question, voilà, alors à la fois c'est à la mode d'une certaine manière dans la société, hein. Il y a de plus en plus de podcasts de développement personnel, de podcasts sur le sport, il y a de plus en plus de salles de sport qui ouvrent, de produits autour de l'alimentation qui apparaissent, etc. Mais ça manifeste bien donc, que c'est un besoin et que c'est quelque chose de sérieux. Mais si on restait à ce changement de soi, hein, il y a une dimension très insuffisante, hein, qu'on retrouve dans le développement personnel,
qui peut facilement tourner à l'égoïsme, au nombrilisme, et puis aussi à l'illusion de tout pouvoir faire tout seul. Donc la deuxième étape, le deuxième cercle, c'est d'agir dans son entourage. Et pourquoi agir dans son entourage? Parce que ce qui nous rend le plus faibles aujourd'hui dans nos sociétés, c'est l'isolement. L'isolement qui est à la fois un facteur de dépression et d'abandon de tout, de désespoir. Mais l'isolement, c'est quelque chose aussi de contre-nature. Hein. Aristote nous dit, l'homme le plus riche, eusse-t-il tous les biens, sans amis, il ne choisirait pas de vivre. Hein. Personne ne choisirait de vivre sans amis. L'amitié, c'est le bien le plus précieux au monde, c'est la chose la plus importante, en quelque sorte, on peut dire, dans la vie. Et donc pour ça, que faire? Il faut cultiver l'amitié. Alors comment est-ce qu'on cultive l'amitié? Déjà par le temps passé. Hein. Il est important de consacrer du temps à ses amis, de les recevoir, de dîner avec eux, de faire plein de choses avec eux, et puis d'être généreux dans l'amitié. Alors cette générosité, elle implique toujours une réciprocité, mais attention, parce que on est souvent, parce qu'on est tous des enfants gâtés, on a été biberonnés en quelque sorte à l'amour de soi peut-être excessif, on est très vite insatisfait de ses amis. Et pour ça, moi, c'est une phrase qui m'a vraiment débloqué. C'était un moine qui m'avait dit ça au cours d'une retraite. Hein. Il faut accepter d'aimer les autres tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Parce que la tendance, elle est de rechercher dans l'ami une satisfaction personnelle. Hein. C'est finalement, les amis nous renvoient une image positive de nous-mêmes. Les amis satisfont notre besoin d'affection. Hein, mais c'est quelque chose, encore une fois, de très égoïste. Et si on veut dépasser, justement, si on veut rentrer dans la véritable amitié, l'amitié qui, chez Aristote, ultimement, un don de soi pour l'être aimé, pour le bien de l'ami, eh bien, il faut accepter, effectivement, d'être déçu par ses amis. Et tous ceux qui ont fait l'expérience de l'amitié font l'expérience aussi de la déception. Enfin, en fait, on est tous des êtres imparfaits, donc forcément, quand on aime quelqu'un d'autre, eh bien, il nous déçoit, et c'est la vie. Donc voilà, attention à ne pas chercher à vouloir s'aimer soi-même à travers ses amis, ne pas chercher, par exemple, quand on aime, en particulier dans la relation amoureuse, hein, la grande tentation, c'est de vouloir retrouver chez l'autre ce qu'on aime en soi-même. Hein, et c'est, je pense, extrêmement narcissique et dangereux. Et donc voilà, il faut accepter de tendre vers ce qui nous est différent, ce qui nous amène à nous dépasser dans l'amitié. Et puis, autre manière de cultiver l'amitié, c'est la proximité géographique. Hein. Il est très important, effectivement, ça facilite beaucoup l'amitié que de se regrouper géographiquement. Donc quand on est étudiant, il y a évidemment les colocs étudiantes, mais voilà, le fait aussi d'habiter dans le même quartier. Et puis plus tard, quand on s'installe, bien effectivement réfléchir à la ville, à la région, au quartier dans lequel on s'installe pour avoir des amis à côté de soi, parce que c'est le meilleur moyen de les voir régulièrement. Puis même de passer les voir aussi parfois quand on a un coup de mou. C'est ça aussi qui permet à l'amitié de grandir, de se cultiver. Mais voilà, si on en reste au changement de soi-même, à la culture de l'amitié, c'est toujours encore insuffisant. Donc on va passer au troisième cercle, et bien c'est ce qu'on peut appeler la métapolitique. Alors ce mot, je lui donne une signification un petit peu personnelle, mais c'est pour résumer un peu les choses, et voilà, certains, les grands spécialistes de la métapolitique hurleront peut-être de la même manière de vulgariser les choses, mais dans la métapolitique, je mettrai trois notions: la culture, la communauté et l'économie. Qu'est-ce que la culture? La culture, on peut dire, c'est le patrimoine, l'art, la musique, la littérature, la philosophie, l'habillement, les jeux, les spectacles, la gastronomie, etc. Mais en fait, c'est plus que ça, la culture. Parce que si la culture n'est que ça, la culture est alors une coquille vide, vide de sens, parce que la culture doit porter un message. Une vraie culture, c'est quelque chose qui véhicule une manière d'être au monde. Et cette manière d'être au monde, déjà, ce qui la caractérise dans la culture, et en particulier dans la culture européenne, c'est d'être tournée vers la beauté. Toute culture, ce qui caractérise, ce qu'on retrouve tout le temps, sans cesse, comme permanence, en quelque sorte, dans la culture, à travers les différents courants artistiques, c'est cette tension vers la beauté, c'est cette recherche de la beauté. Cette recherche de la beauté qui passe par une harmonie avec la nature. L'artiste, en quelque sorte, a quelque chose de la nature qui le pousse à agir.
Et puis, la culture, c'est aussi le lien avec nos ancêtres, hein. C'est ce qui nous permet, en quelque sorte, d'être une forme de grande chaîne, hein, qui rassemble les générations, les vivants et les morts. Mais si on revient à cette notion de beauté, hein, la beauté, ultimement, dans le christianisme, c'est Dieu lui-même, hein. Et donc, qu'est-ce que la culture? La culture, c'est quelque chose qui nous mène à Dieu. C'est une porte d'accès aux valeurs les plus hautes, hein, et ultimement au divin. La communauté. Un peuple n'existe que s'il est lié. Si nous sommes tous isolés, on n'est qu'un conglomérat d'individus, des numéros, des comptes en banque. La communauté, c'est ce qui va relier les individus pour créer, comme dit Laurent Ozon, des coopérations, hein. Et ces coopérations, c'est ce qui permet d'édifier une civilisation. Et donc une civilisation, elle se grandit si elle conduit les hommes vers leurs aspirations les plus hautes. Alors qu'est-ce que c'est que ces aspirations les plus hautes? C'est les vertus, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, le courage, le don de soi, la quête de la beauté, le sens de l'honneur, dans la société chrétienne et en particulier la protection du plus faible, de l'innocent, la justice, hein, et évidemment le développement spirituel qui va mener toutes les grandes civilisations à l'éclosion de mystiques, hein. Et il y a des mystiques qui sont, on pourrait dire, élitistes et individuels, et puis il y a des mystiques qui sont en quelque sorte populaires, hein. Il y a toujours dans toute religion un peu une piété populaire et puis un mysticisme élitiste. Et puis, ce développement spirituel, hein, conduit à la foi au divin, et c'est ça qui fait l'essence de la civilisation. Donc, la communauté, elle a, elle aussi, hein, pour fonction, finalement, d'être le socle de la vie spirituelle. Et pour ça, je voudrais évoquer brièvement l'exemple bénédictin, et en particulier en faisant allusion à un livre qui s'appelle Le Paris bénédictin de Rod Dreher. Donc, dans ce livre, l'écrivain américain montre que ce qui a permis de sauver l'Europe au moment de l'effondrement de l'Empire romain, c'est Saint Benoît. Pourquoi? Parce que Saint Benoît, qui était destiné en quelque sorte à une carrière, à être finalement à bénéficier des avantages d'être né dans l'oligarchie, décide de tout quitter, revient à l'essentiel, un retour au réel. Et ce retour au réel, c'est à la fois la communauté, la culture, parce que justement ce sont les moines qui vont faire passer la culture romaine, de l'Antiquité au Moyen-Âge. Et ces monastères bénédictins, ce sont eux qui vont refaçonner l'Europe, hein, à l'époque carolingienne, et qui constituent, on pourrait dire, le maillage, hein, de nos villes, de nos villages. Et c'est un retour à l'essentiel qui passe, hein. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'un monastère bénédictin? C'est une communauté, hein, et une communauté d'hommes tournée effectivement vers Dieu. Et donc dans le Paris bénédictin, Rod Dreher nous dit, voilà, finalement, si on a un effondrement de civilisation, il ne faut peut-être pas chercher à s'accrocher aux choses qui sont en train de s'effondrer, hein. Ce serait un peu absurde de vouloir sauver des ruines. Mais il faut peut-être justement faire un pas en arrière, hein, s'isoler, revenir à l'essentiel. Et ce retour à l'essentiel passe par cette dimension communautaire. Et puis, enfin, sur le troisième élément du triptyque, c'est l'économie. L'économie, pour moi, c'est d'abord l'entreprise. L'entreprise comme un haut lieu de coopération. Non pas l'entreprise en tant qu'outil de spéculation, hein, mais l'entreprise parce que ce sont des hommes qui se rassemblent pour travailler, pour créer une valeur, et cette valeur, elle a pour but de subvenir aux besoins des autres, hein. Ce qui fonde l'économie, c'est l'échange. C'est cet échange de talents, c'est cet échange de compétences. Et puis l'entreprise, c'est aussi le retour au réel, parce que au sein de l'entreprise, on est confronté, quand on fait sauf quand on est dans la pure spéculation, mais on est confronté aux impératifs du réel. On est confronté à la réalité des compétences, hein, des talents, qu'il y a un ordre finalement, qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres, mieux faits pour faire ça, et que la hiérarchie finalement, elle est un peu dans la nature des choses, et que si on inverse cette hiérarchie, l'entreprise, elle s'écroule, tout simplement. Et donc voilà, l'entreprise, c'est vraiment un lieu qui pourrait, hein, pas toujours malheureusement,
parce qu'elle aussi, elle souffre, mais être encore une école de vie. Hein. Et j'invite justement les entrepreneurs à faire de l'entreprise un lieu justement dans lequel les hommes apprennent à collaborer, à coopérer entre eux pour une œuvre qui les dépasse et qui les enrichit. Parce que justement, peut-être la première récompense du travail, c'est pas que le salaire, hein, même si le salaire c'est évidemment important, mais c'est aussi finalement de se reconnaître dans ce que l'on fait. Alors concrètement, que faire? Parce que donc, j'ai évoqué 3 aspects métapolitiques. C'est donc s'investir dans le domaine culturel. Hein, ça peut passer par les spectacles. Je pense que peut-être une des plus belles réussites métapolitiques de ces dernières années, c'est le Puy du Fou. Hein, mais on peut penser aussi au chant des cathédrales, le voyage d'Henri, etc., qui sont des très belles expériences et qui permettent de redonner à notre peuple aussi une certaine forme de verticalité dans la culture. La culture, c'est aussi l'éducation, donc c'est l'impératif nécessité de réinvestir le champ éducatif et donc d'y mettre dedans une véritable culture à travers l'éducation des enfants. C'est aussi donc la communauté lancer d'initiatives qui créent de la coopération. Hein, et du coup, le premier lieu de rassemblement traditionnel en France, hein, c'est le bar, c'est le banquet gaulois, c'est la fête. Mais bon, voilà, l'homme n'est pas non plus qu'un ventre, donc il faut aussi aller au-delà finalement de la dimension gastrique du rassemblement. Il faut aussi édifier des projets communs, des associations et puis l'entreprise, hein, parce qu'il y a toute une reconquête aussi du champ économique. Et juste pour aussi insister sur un point, c'est que qu'est-ce qui permet aussi de gagner une forme de légitimité à l'égard de nos contemporains? C'est aussi le champ entrepreneurial, quoi. Quelqu'un qui monte une entreprise, que ce soit dans le bâtiment, etc., s'il travaille bien, en fait, il est tout simplement reconnu par les autres. Sa valeur se prouve tout simplement par la réalité, l'efficacité de son travail. Donc voilà, je vous invite à chercher d'abord, avant tout, des métiers qui ont du sens, hein, et à travers ça, d'édifier l'entreprise à travers cette quête de sens, hein, et de coopération. Et déjà, en fait, si on s'arrête là, on peut se dire que si on ne connaît pas de grands soirs, c'est-à-dire de grands changements d'État, etc., de victoire électorale ou je ne sais quoi, déjà, rien que là, notre vie, elle aura eu du sens. C'est que finalement, parce qu'on aura mis dans notre vie, déjà, c'est déjà des vastes chantiers, hein, ce que j'ai évoqué, ça peut occuper toute une vie, rien que se changer soi-même, rien que cultiver ses amitiés, rien que s'investir sur le champ communautaire, culturel, économique. Tout ça, ça peut occuper toute une vie, et au soir de sa vie, finalement, on se dira que notre vie a été belle de dons de soi, d'œuvres, de combats pour faire tenir tout cela. Et puis c'est des choses qu'on pourra léguer, voilà, à nos enfants. On aura laissé le monde un peu meilleur que ce qu'il était lorsque nous sommes arrivés. Mais évidemment, l'homme n'est pas que justement le membre d'une petite communauté, d'un petit village, hein. Il y a toujours cette dimension politique et qui fait partie de la nature de l'homme, et cela dès l'Antiquité. Et donc, du coup, effectivement, on doit évoquer comme un 4e cercle, hein, ce sera la conclusion de ce podcast, la dimension politique. Alors, j'ai dit au début, tout à l'heure, quand je parlais de l'État, qu'effectivement, il pouvait y avoir une grosse illusion dans le domaine politique. Alors déjà, peut-être un moyen d'éviter l'illusion, c'est de se dire que la prise du pouvoir, hein, qu'on met souvent comme étant l'étape, on pourrait dire, clé d'un changement politique, pour moi, elle doit être envisagée comme quelque chose qui nous sera donné de surcroît. Finalement, en gros, il faudra déjà que nous ayons travaillé dans les 3 domaines que j'ai évoqués, se changer soi-même, agir sur son entourage et l'action métapolitique. Et de surcroît, hein, comme un surplus, il y aura peut-être un changement politique qui s'opérera comme étant le fruit, le résultat finalement de tout ce travail, et tout ce travail qui pour moi doit être mené déjà par plusieurs générations pour espérer un changement qui soit conséquent. Parce que si on fait l'inverse, si on se consacre uniquement à la prise du pouvoir en négligeant
les 3 domaines que j'ai évoqués précédemment, eh bien, on risque de perdre toute son énergie. Et c'est le cas, effectivement, quand on regarde de beaucoup d'hommes politiques qui ont négligé leur famille, qui ont négligé leurs amis, qui ont négligé le domaine de l'entreprise, de la communauté. Et alors, ils ont fait une carrière, mais une carrière politique qui, finalement, dans le fond, est très décevante. N'a mené nulle part, ils ont trahi plein de gens, ils se sont trahis eux-mêmes. Et du coup, ils ont perdu beaucoup d'énergie. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tous les hommes politiques, je vous laisserai juger sur pièce, mais c'est quand même souvent assez récurrent quand on se donne totalement à la politique en négligeant les 3 dimensions précédentes. Alors, une intuition d'efficacité politique me semble être le localisme. Je pense qu'il n'y a pas de politique efficace si elle ne commence pas par le local. Et donc commencer par le local, ça veut dire commencer par des associations qui vont permettre de nourrir le tissu local, d'avoir une efficacité concrète sur le terrain, sur les préoccupations des gens, et ça passe par les clubs sportifs, par les comités des fêtes. Et puis, une fois qu'on s'est déjà illustré, qu'on s'est déjà engagé à ce niveau-là, effectivement, on peut envisager l'échelon municipal, et pourquoi pas des échelons régionaux, des réseaux aussi de coopération au sein d'une région, qui me semble, à mon avis, agir beaucoup plus sur le réel, sur le terrain, que l'échelon national, qui est souvent assez déconnecté, et puis très vite un peu un métier de requin. Encore une fois, heureusement qu'il y a des gens aptes pour le faire, parce que c'est pas non plus, ça fait partie aussi quand même néanmoins des réalités. Il faut aussi être conscient, quand on aborde la dimension politique, que le bien commun, ce n'est pas un absolu. Ça, ce serait encore une fois une vision très moderne et assez propre à une forme d'irénisme de gauche, ou de fièvre révolutionnaire, qui voudrait finalement dire qu'il y a une société parfaite, et que tant que cette société parfaite n'est pas atteinte, eh bien, il faut encore la purifier de tous les éléments qui la rendent imparfaite. Ça a été justement tout l'idéal du communisme. On a exterminé... après avoir exterminé les prêtres, les bourgeois, etc., on s'est mis à exterminer tous ceux qu'on suspectait d'être éventuellement des traîtres aux communistes, parce que c'était eux qui étaient responsables de tous les maux. Non, une société réaliste, c'est une société qui est capable de tolérer quelques maux. Et toute la nuance, justement, elle est dans, à mon avis, c'est une question compliquée et que je ne vais pas résoudre là dans les 5 dernières minutes de ce podcast, mais entre la coopération passive ou active au mal. Il y a des choses parfois qu'on ne peut pas, en quelque sorte, éviter, ou en tout cas, si on cherchait à les éviter, on créerait quelque chose de pire encore, ou parfois, au nom justement d'une forme de progrès, d'avancer, de gagner des choses, on va activement collaborer, se trahir au mal. J'ai du mal à vous donner des exemples concrets comme cela pour illustrer ça, mais je pense que cette nuance peut essayer d'être une forme de point de réflexion dans la manière, en quelque sorte, d'accepter ou non, de tolérer ou non certains mots. Et pour moi, et ce sera la conclusion, la condition sine qua non de la résurrection d'un État au service du bien commun, c'est avant tout l'éducation aux vertus. Et c'est cette très belle phrase du poète provençal Frédéric Mistral. Nous ne voulons pas seulement une majorité électorale, il faut refaire un peuple. Et je pense que c'est la base. Il n'y a pas de bonne politique sans des hommes pour l'incarner. Et c'est tout, pour moi, je trouve un peu toujours la vacuité qu'il y a dans les débats perpétuels sur le meilleur régime. Alors, c'est une question qu'on retrouve chez Aristote, de savoir est-ce que c'est la monarchie, l'aristocratie ou la démocratie. Alors, tout ça, ça a évidemment une valeur, cette réflexion, mais néanmoins, ultimement, c'est pas tant le régime, et d'ailleurs, c'est ce que dit Aristote lui-même, tout régime peut se transformer, finalement, la monarchie peut se transformer en tyrannie, l'aristocratie peut se transformer en oligarchie, je crois que pour lui, c'est le meilleur régime, c'est la République, elle peut se transformer en démocratie ou l'inverse, je ne sais plus. Peu importe, de toute façon, ce qui fait un régime, ce sont les hommes. Et donc, tant qu'il n'y aura pas d'hommes pour incarner justement la bonne politique, c'est-à-dire des hommes qui font preuve de courage, d'exemplarité,
aucun changement ne sera possible. Donc commençons par refaire des hommes, et pour refaire des hommes, commençons par se changer soi-même. Voilà ma conclusion de cet épisode numéro 1 du Retour au réel. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous invite à le partager autour de vous. Je vous invite à parler du podcast dans vos dîners, de me faire aussi vos retours. Si vous avez des sujets à évoquer, j'ai déjà reçu par Instagram un certain nombre de recommandations de sujets. Donc je les ai prises au sérieux, je les ai notés et je vais les travailler évidemment pour les prochains podcasts. À la semaine prochaine, dans le prochain épisode du Retour au réel.